Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je suis représentant d'une métropole, la métropole de Bordeaux, en termes de. Je suis chargé de mission sur les sujets de ville intelligente. Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu des différentes expériences que j'avais connues au sein des collectivités, donc de différentes tailles, en commençant par la ville de Bordeaux. Puis où j'ai commencé à comprendre et à connaître un petit peu ce qu'était l'internet des objets, puis un projet un petit peu plus conséquent qu'on a lancé en 2017 au niveau de la métropole, et enfin une expérience tout à fait récente puisque en fait en tant qu'élu sur ma commune, on a souhaité lancer aussi une expérimentation sur une commune donc périurbaine, pas tout à fait rurale quand même, en proximité de Bordeaux, et qui a pour objet de justement faire de l'expérimentation IoT sur des collectivités de taille plutôt petite. Donc pour commencer, en fait, c'était en 2015, donc avec à l'époque le maire c'était Alain Juppé, et on a rencontré une petite difficulté à cette époque, c'est que en fait les quais de Bordeaux qui avaient été complètement réaménagés et qui étaient très agréables à parcourir la nuit sont devenus un terrain de jeu pour les étudiants du jeudi soir. Étudiants qui, ayant consommé un tantinet trop d'alcool, se retrouvaient parfois en limite de ces quais, et certains d'entre eux ont chuté. Et donc on a eu à ce moment-là besoin d'intervenir assez rapidement. D'abord en déployant sur les 2 km, 2 km et demi de quais, une trentaine de caméras de vidéoprotection. Ça ne suffisait pas. On a ensuite donc posé ces bouées qui permettaient donc, en fait aux jeunes étudiants de pouvoir se secourir mutuellement en cas de problème. Sauf que les jeunes ont une imagination sans limite, et donc leur principale occupation du jeudi soir, du coup, n'était plus forcément de boire et de tomber à l'eau, mais en fait, ils avaient dans l'espoir de faire une collection de bouées. Et donc, ils se sont mis à saccager un peu les coffres bouées, à récupérer les bouées, et donc à faire des concours de photos, etc., un petit peu partout sur Bordeaux. Qui aurait la plus belle bouée ou qui en aurait le plus autour du cou. Voilà. Donc, et c'est là qu'est né le projet d'IoT, puisque, vous le savez sans doute, mais le pouvoir de police du maire implique aussi des responsabilités, et des responsabilités pénales. C'est-à-dire que si un coffre d'une bouée était retrouvé vide et qu'un jeune se noyait, le maire était impliqué et donc il devait en répondre sur sa responsabilité pénale. Donc il était forcément impatient qu'on puisse lui trouver une solution. Première solution, qui était la solution la plus radicale, c'était d'envoyer des équipes tous les matins, faire les 2 km et demi, vérifier que les coffres n'avaient pas été ouverts, etc. Et c'est là qu'on lui a proposé une autre solution qui était à la fois plus rapide et plus efficace, c'est de travailler avec l'ENSERM Matmeka, qui est l'école d'électronique de Bordeaux, et sa junior entreprise, pour équiper les coffrets en fait de petits boîtiers Raspberry Sigfox, qui permettaient en fait, lorsqu'on ouvrait le coffre, d'envoyer immédiatement au centre de supervision, au CSU de la ville, d'envoyer un SMS qui indiquait coffre numéro X ouvert. Automatiquement, il pouvait orienter la caméra sur ce coffre et identifier le ou les individus qui du coup ont été un peu refroidis par ces opérations et ont été rapidement calmés. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire de l'IoT à Bordeaux, en équipant 30 et quelques bouées de petits Raspberry Pi, qui aujourd'hui ont été retirés, puisqu'en fait ça n'a pas perduré après, au-delà des 2 années suivantes. Et donc ça nous a donné un petit peu le goût de l'IoT. Et en 2017, on a Bordeaux Métropole cette fois. Donc je parlais de la ville de Bordeaux, là on est sur Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole a eu la possibilité de candidater et d'être retenu dans le cas des TEPCV. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces financements du ministère de l'Environnement de l'époque, qui permettaient, en fait, c'est les territoires énergie positive et pour la croissance verte, TEPCV, et qui permettaient de financer des projets justement en faveur des territoires énergie positive. Projet Smart Light, qui s'appelle Smart Light, et qui avait été retenu. Donc l'idée au départ, c'était avec la direction de l'éclairage public de monter en fait un pilotage de l'éclairage public. Mais bon, ça, vous avez été nombreux à en parler déjà depuis le début de la matinée. Donc c'est pas ça qui était intéressant pour nous. Nous, ce qu'on voulait, c'est effectivement
trouver une solution qui soit une solution beaucoup plus cross-sectorielle, c'est-à-dire qui ne vienne pas uniquement adresser l'éclairage public, mais qui prenne en compte aussi les bâtiments publics, puisque la direction des bâtiments nous avait aussi interpellé sur le fait de piloter les consommations énergétiques des bâtiments. Et on a été également sollicité par la direction de la propreté sur les points d'apport volontaires, etc., etc. Donc ce qu'on voulait, c'est trouver non pas une solution, une verticale métier pour chaque solution, mais on voulait trouver une solution qui intègre l'ensemble de ces besoins, sachant que parmi la connectivité, on n'arrivait pas à se décider au niveau de la métropole sur le type de connectivité souhaitée, 3G, 4G, LoRaWAN, NBA, ET. Vous savez, dans ces grandes collectivités, il y a toujours plein de gens qui ont plein d'idées, mais ils ne sont jamais d'accord entre eux. Donc à un moment donné, ce qu'il fallait pour nous, c'était important de se mettre d'accord en disant bon, on s'en fout en fait du protocole, on va utiliser du BACnet, on va utiliser du DALI, on va utiliser ce que vous voulez, mais ce qu'on veut, c'est que tout ça se connecte. Alors quel que soit le réseau, 3G, 4G, LoRa, Sigfox, on n'a pas utilisé de Sigfox au final sur cette maquette, mais voilà, l'idée c'était ça, c'est on veut que ça soit multi-métier, multi-réseau, voilà. Et qu'on ait ensuite une plateforme qui puisse gérer tout ça. Donc ça, c'était vraiment le prérequis de départ. L'autre point qui nous intéressait, nous, alors ça, c'était plutôt les techniciens de la direction du numérique, ils souhaitaient, eux, évaluer un réseau LoRaWAN qui soit... pour savoir qu'est-ce que c'est un réseau LoRaWAN, comment ça fonctionne. Ils voulaient le savoir. Ils voulaient savoir comment ça fonctionne, combien ça coûte, quelle est la maintenance, etc. Donc voilà, on avait dans le projet 220 lampadaires, des chargeurs de véhicules électriques, une gestion de système de contrôle d'accès. Donc le contrôle d'accès sont ces bornes qu'on pilote pour faire entrer dans des quartiers piétonniers ou piétonnisés des véhicules. On voulait gérer l'énergie dans les bâtiments publics, on voulait effectivement remonter les compteurs d'eau, d'électricité, de gaz et les points d'apport volontaire pour la propreté. On avait juste demandé, parce qu'à l'époque j'avais la chance d'être associé à des groupes de travail au niveau de l'ETSI. Ceux qui connaissent l'ETSI, 3GPP, etc., on en a parlé tout à l'heure, savent ce que l'ETSI fait. Donc c'est l'organisme de normalisation télécom à Sophia Antipolis. Et donc, il y avait à l'époque une norme qui décrivait les API standardisées. Donc, on a juste demandé dans le cahier des charges à ce que ça soit conforme à cette norme en se disant, on verra si effectivement quelqu'un ou plusieurs entreprises répondent. Et SPI, donc intégrateur, a répondu positivement. Et on a pu commencer effectivement à déployer depuis 2017 l'apparition de l'appel d'offres, le déploiement qu'on a commencé en juin, qui s'est un petit peu étendu 2018-2019 sur un peu plus d'un an, parce qu'effectivement, c'était tout construit à la main. Donc chaque fois qu'il y avait des nouveaux capteurs, il fallait réaliser les interfaces, etc. etc. Mais on constate que fin septembre, on avait fini les phases 1 et 2, donc qui concernaient Smart Light et Smart Building. Jusque septembre, même jusqu'en septembre 2020. Et là est arrivée la Covid, donc donc tout s'est un petit peu arrêté. Mais ce qu'on peut retenir du projet, c'est qu'on avait quand même capté un peu plus de 30 gigas de données brutes. On avait un outil qui permettait de piloter l'éclairage public, de remonter des infos des bandes de recharge électrique, etc. Donc ça répondait à nos demandes. Et on avait surtout ce qui nous importait, nous, à l'époque, c'était d'avoir une interface aussi vers l'open data le site open data de Bordeaux Métropole pour pouvoir remettre ces données à disposition des acteurs privés, publics du territoire. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail du projet. Peut-être décrire plus les composantes techniques en fait de la solution, avec la première phase que j'évoquais tout à l'heure sur l'éclairage. Pour ceux à qui ça parle, donc le type de capteur qu'on utilisait, donc du NKE Wateco, ouais, c'est ça, Sierra Wireless, etc. Et donc vous voyez que dans une collectivité un peu
pas compliqué, mais qui regroupe un peu plus de 5000 agents. En fait, on a vraiment des directions qui sont silotées, qu'il faut réussir à faire travailler ensemble. En fait, ça a été l'essentiel de la mission, c'est d'arriver effectivement au fur et à mesure d'embarquer les équipes. Voilà. Si on résume le projet, aujourd'hui, on voulait une solution qui soit une solution de pilotage. Donc, c'est l'IoT Device Manager et l'application server qui était présenté avant. Donc, c'est une solution multi-usage et agnostique, au sens où elle était, pour nous, compatible avec les standards qu'on avait souhaités au départ. D'ailleurs, depuis, on a changé d'éditeur, on a changé de solution pour une autre solution qui était aussi avec la même compatibilité et sans rencontrer de difficultés particulières. Sur le réseau, donc c'est un réseau vraiment un petit réseau privé basique avec 2 gateways Carlink. Voilà, pour ceux qui connaissent les gateways Carlink, matériel plutôt répandu sur le LoRaWAN. Très efficace, pas cher, enfin bon, voilà. Donc, rien de spécial. Ça marche, ça fait le job, quoi. Sur le pilotage des lampadaires, donc ça répondait aussi à nos. On a juste eu une difficulté, c'est qu'on n'avait pas identifié le facteur animal dans le pilotage des lampadaires. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais on avait des capteurs qui nous permettaient de démarrer des trains de lumière au niveau de l'éclairage public. Et ces capteurs, ils ont été, la lumière attirant les insectes, on n'avait pas compris que les araignées aussi étaient intéressées par les insectes et se sont mis à faire des toiles tout autour de nos capteurs qui sont devenus complètement aveugles. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote pour dire qu'effectivement, il y a des facteurs qu'on ne prévoit pas au début des projets et qu'on rencontre au fur et à mesure de nos démarches. Voilà, donc un peu plus de 200 capteurs déployés, donc un catalogue important de capteurs décodés avec les librairies 1M2M qu'on a évoquées. Voilà, donc un bon projet qui s'est un petit peu essoufflé là, en fin de mandat, qui a du mal à redémarrer parce qu'en fait, voilà, vous savez, la politique, on change de mandat et quand on change de nombreux élus, on change aussi de politique et donc de stratégie. Donc ils sont peut-être un petit peu moins sur ces stratégies-là. Et là, on était en projet de le déployer sur l'éclairage public à un peu plus de 30 000 points lumineux. On attend les décisions. Troisième expérience, donc c'est la plus récente, puisqu'en fait, moi je suis adjoint sur un Carignan de Bordeaux, donc toute petite commune périurbaine, hein, pas tout à fait rurale, plus tout à fait rurale, puisqu'on est vraiment en bordure de la métropole. C'est la première ligne autour de la métropole. 8 km², 4500 habitants. Voilà. Et là, on est parti pour faire Alors, j'ai vu que Bouygues avait un petit peu de plomb dans l'aile, donc j'étais pas forcément rassuré de démarrer avec un co-traitant Bouygues, mais a priori, il partirait pas sur du réseau Obgenius. Donc voilà, en attendant de voir. Donc on a lancé ce projet avec un mandataire qui est OnePoint, qui est un intégrateur présent à Bordeaux, mais je pense aussi partout en France. Hein. Une plateforme de données Cuzzle. Et surtout, ce qu'on voulait, nous, c'est traiter des cas d'usage. Et les cas d'usage, ça aussi, c'est des choses qui ont été beaucoup évoquées au cours des présentations précédentes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est mesurer la qualité de l'air dans un groupe scolaire. C'est mesurer les consommations électriques parce que on a... Bon, vous savez sûrement, mais la consommation, le prix de l'électricité est en train d'exploser et le prix de l'énergie en général est en train d'exploser. Donc, on a vraiment besoin de s'intéresser à ces sujets-là. De mesurer la consommation d'eau, qui est un sujet qui est de plus en plus prégnant sur nos territoires où l'eau devient précieuse. Et puis le dernier sujet qui à l'origine était de piloter de l'éclairage est devenu en fait de surveiller la montée des eaux parce que on a rencontré des épisodes Cévenol. Alors bizarrement dans le sud-ouest on n'avait jamais entendu parler de ça, mais on a rencontré des épisodes Cévenol en juin et en septembre cette année pour la première fois. Ce sont des épisodes de pluviométrie qui étaient complètement inattendus, comment dire, qu'on ne pouvait pas, imprévisibles, qu'on ne pouvait pas du tout prévoir,
où on s'est retrouvé avec des niveaux de 100 mm d'eau à l'heure, enfin des choses hallucinantes. Ce qu'on avait l'habitude en un mois, on les a eu en une nuit. Et du coup, ça nous a amené à proposer aussi un troisième use case qui soit plutôt orienté sur la montée des eaux et la surveillance de la montée des eaux. Voilà. Donc c'est un dernier pilote qu'on est en train de démarrer. Le kick-off a été démarré en mois de mars et on prévoit donc une mise en place sur 6 mois de l'ensemble de ces cas d'usage. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Merci Christophe pour cette présentation. Je place aux questions s'il y en a. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, Baptiste. Bonjour, je vous remercie effectivement d'avoir partagé ces différents cas. Sur le projet Smart Light ou plus globalement sur les derniers projets, est-ce que vous avez pu chiffrer les économies d'énergie? Est-ce que c'était juste, entre guillemets, un bénéfice qui était dans le projet et qui maintenant serait peut-être même la raison de lancer un tel projet, soit sur Smart Light, soit sur les autres projets que vous avez, auxquels vous avez été exposé? Alors, non, sur Smart Light, ce qui a été très intéressant, c'est de constater que le bénéfice qu'on a eu sur les économies d'énergie, au niveau uniquement de l'éclairage public, ne pouvait être amorti que sur une durée de 15 à 20 ans. Donc, c'était plutôt décevant en termes d'économie. Par contre, ce qui nous a paru intéressant, c'est que justement l'approche cross-sectorielle, elle permettait aussitôt d'amortir beaucoup plus ces investissements, sachant que, je ne l'ai pas dit, mais le projet a coûté 110 000 €. Donc c'est vraiment peanuts par rapport à l'ensemble des déploiements, et qu'il était entièrement financé. Donc pour la collectivité, c'était cadeau. C'était vraiment l'opportunité d'évaluer des solutions et de savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Et c'était aussi pour les agents de la métropole la possibilité de commencer à démystifier ces sujets et à comprendre comment ça marche. Et pour nous, c'était aussi important. C'était important que l'ensemble des métiers et l'ensemble des agents puissent comprendre ce que c'était, que ce n'était pas simplement une boîte noire, et qu'ils le voyaient concrètement sur site. Donc, retour sur investissement pas forcément extraordinaire, mais si on le déploie à une échelle beaucoup plus importante, ça le devient, en fait. Ça le devient. Sachant que l'idée, ça serait d'avoir des ROI inférieurs à 6 ans. Pourquoi 6 ans? C'est la durée d'un mandat. Donc voilà. Si vous voulez un résultat avant la fin de votre mandat, il faut répondre dans les délais politiques. Merci. Et peut-être je peux rajouter un truc, je ne l'ai pas dit, mais pourquoi est-ce qu'on est parti sur un réseau privé LoRa? Et je crois qu'il y a eu la question là, tout à l'heure aussi sur les réseaux opérateurs. C'est effectivement un coût à l'objet. Et quand on partait sur le coût à l'objet, c'était absolument insupportable pour la collectivité. On ne pouvait pas se le permettre, en fait. Du coup, pourquoi sur le second projet, vous êtes parti sur un réseau public alors? Alors, parce que dans le choix, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire un POC. C'était pas faire un choix définitif d'une solution réseau public, réseau privé. Là, on va déployer 15 objets. Donc voilà, on veut savoir comment ça fonctionne et comment une petite commune comme nous est capable de s'en emparer, sachant qu'en plus, on travaille avec le département là-dessus et que le département est dans la même dynamique que nous, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent apprendre aussi. Et voilà. Et donc, voilà, le choix du réseau n'est pas fait, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Oui, j'ai un complément de question. Merci. Je m'appelle Antoine Roussel. Je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Alsatis. Je rebondis sur votre excellente question. Hier, j'ai entendu pitcher un de vos homologues. C'était la commune d'Asnières. Je ne vais pas me gêner pour le dire. C'était effectivement très convaincant.
Et il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, c'est sur l'éclairage public. Donc la diminution de l'intensité lumineuse quand il n'y avait pas de passage donc de piétons ou même de voitures. Le chiffre qui a été donné et qui apparemment est vérifié, c'est une diminution de consommation d'énergie de 80%. Par candélabre, ouais. pour un usage finalement complètement idoine. Donc du coup, vu l'augmentation actuelle du coût de l'électricité, c'est quand même une énorme performance de garder une efficacité lumineuse tout en diminuant sa consommation de 80%. Vous nous le confirmez? Alors, c'est vrai dans la mesure où effectivement, la 80%, vous partez d'un éclairage qui n'est pas un éclairage qui est déjà passé en LED. C'est exactement ça. Voilà. C'est avant le passage en LED. Parce que le passage en LED, en fait, la consommation d'un point lumineux, c'est à peu près 300 € par an. Les coûts de l'électricité d'il y a 6 mois. Donc aujourd'hui, je n'ai pas refait le calcul. 300 € par an. Lorsque vous calculez l'investissement sur le capteur, la mise en œuvre, le réseau, etc., voilà, il faut économiser. Et qu'on est déjà passé en LED et qu'on a économisé 60% de la facture, ça devient plus difficile. Voilà. Je pense que c'est ça la différence. Le passage à la LED fait vraiment baisser la facture, en fait. Je ne sais pas si ça répond du coup à votre... Ouais, ok. Oui, une autre question. Bonjour. Moi, j'aurais voulu avoir votre retour concernant la gestion des déchets, parce que j'ai vu qu'il y avait la gestion des déchets. Quel était l'impact positif par rapport à le fait d'avoir digitalisé cette... Alors, la gestion des déchets dans ce projet-là, c'était un cas d'usage un peu particulier dans la mesure où ils avaient déjà une solution, mais complètement verticalisée, propriétaire, et on n'en avait pas les données. Donc l'idée là dans ce projet, c'était d'intégrer ça dans une plateforme globale. Sinon, pour vous donner un retour malgré tout de ce qu'on peut gagner en termes d'optimisation des déchets, nous c'est sur les tournées, puisqu'en fait ça provoquait une optimisation des tournées dans la mesure où on disait voilà, à partir du moment où tel PAV tel point d'apport volontaire et tel point d'apport volontaire est à 70 ou 80% de remplissage, automatiquement on avait un algorithme qui nous faisait faire une tournée différente. Et là on a mesuré, et c'est intéressant, on a mesuré un peu plus de 40% d'économie d'énergie, plus effectivement l'empreinte carbone, puisque du coup voilà, il n'y avait plus de circulation, 40% de consommation en moins pour un service équivalent au niveau des administrés. Donc c'était intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux être d'accord avec ça. De toute façon, l'interopérabilité, pour nous, c'est le mot un petit peu magique, un petit peu fourre-tout, mais aussi indispensable quand on veut déployer de manière un petit peu... passer à l'échelle, en fait, et de manière industrielle. Sinon, voilà, on s'en sort pas, quoi. Je pense. Voilà. Merci Christophe, merci beaucoup pour ce témoignage.